Pendant longtemps, le Nord a produit presque tous les vêtements portés en France. Au début des années 50, le secteur employait plus de 170 000 ouvriers dans la région. Puis est venu le déclin. Avec la concurrence des pays à faible coût de main-d'œuvre, les grandes filatures et les lainières ont fermé les unes après les autres. Aujourd'hui, le textile est encore présent autour de l'île. Et quelques 12 000 personnes travaillent dans des entreprises qui ont su se transformer et innover. Enquête sur des tissus made in France qui ne perdent pas le Nord. Quand un héritier de la couronne d'Angleterre se marie, l'événement est toujours planétaire. En 2011, plus d'1 milliard de téléspectateurs se sont passionnés pour le mariage du prince William et de Kate Middleton. La robe de la mariée a été dessinée par Sarah Burton pour la célèbre maison anglaise Alexander McQueen. Ce qu'on sait moins, c'est que des petites mains françaises ont participé à la tenue royale. La dentelle qui ornait le corset a été fabriquée dans le nord de la France, à Coudry, près de Cambrai, dans l'entreprise Sophie Hallette. Les dentelières tissent ici depuis plus d'1 siècle ce que l'on appelle souvent l'or blanc du Nord. Sophie Hallette est la plus grande fabrique de dentelles de la région. 250 salariés participent à créer des tissus qui sont parfois de véritables œuvres d'art. 80% de la production est achetée par de grandes maisons de couture comme Dior, Valentino ou Jean-Paul Gaultier. Tout commence par un simple dessin, une esquisse qui va servir de patron pour les dentelles. Les dessins sont ensuite reproduits sur des cartes à trous et à la façon d'un orgue de Barbarie, les métiers à tisser jouent leur partition. À raison de 5000 bobines par métier, 1500 km de fils de coton vont se croiser pour donner naissance à une grande pièce de dentelle brute. On va établir la carte routière de chaque fil. On va vraiment ordonner à chaque fil un passage bien précis. Donc, pour ce faire, on va reprendre vraiment chaque motif traduit en fil. Il faut savoir qu'un fil qui va travailler en haut de la carte ne pourra pas descendre tout en bas. Chaque fil a bien un couloir de déplacement. Et c'est pareil, en fait, une autre contrainte. La première contrainte de la dentelle, c'est que la machine avance tout le temps. Elle ne recule jamais. Donc forcément, on va devoir reprendre tout le dessin sans jamais reculer. Chez Sophie Hallette, comme dans le reste de l'industrie dentelière, les femmes qui représentent les 2/3 des effectifs sont au raccommodage, les hommes sur les machines. On mettait le fil, un fil dans une bobine. On est les gardiens un peu de ces machines. Dans ce métier-là, en fait, c'est beaucoup par filiation, par famille. Donc, généralement, quand le grand-père ou le père était styliste, ça se suivait. Et aussi en famille, parce que généralement, quand le styliste était à l'usine, sa femme était en face au raccommodage. Après un creux en 2008, Sophie Hallette a retrouvé un chiffre d'affaires stable, 25 millions d'euros par an. Sa réputation, l'entreprise la doit beaucoup aux dentelières qui raccommodent, réparent les accros et les déchirures causées par les métiers. C'est une matière très très fragile. Le défaut est produit généralement toujours par le métier, la fabrication. C'est un fil qui peut casser. Il y a des défauts aussi qui sont faits avec des chariots, avec des problèmes de tissage. Nous essayons de faire comme la fabrication a fait. C'est-à-dire on essaye de refaire ce que le métier fabrique.
Le savoir-faire des dentelières du Nord, associé à des machines anglaises qui n'ont pas changé depuis plus d'un siècle, protège l'entreprise contre la tentation de délocaliser. Et les dentelles du prêt-à-porter en provenance d'Asie, fabriquées par des machines électriques et entièrement automatisées, ne supportent pas la comparaison. Une copie électrique, on va dire, ça ne reste qu'une copie, ça n'est pas de la dentelle. Je parle en expérience personnelle, je vais aller dans un magasin, une dame va me dire gentiment vous voyez, il y a une très jolie dentelle. Non, c'est pas de la dentelle. Je suis désolée, c'est généralement de la copie. La copie n'est pas de la dentelle. Ça ressemble à de la dentelle, mais c'est pas de la dentelle. Désolée. Le patrimoine humain est le capital le plus précieux de l'entreprise qui, chaque année, produit des dizaines de kilomètres de dentelles. En fait, la dentelle coule dans leurs veines. Hein. C'est pas quelque chose qui s'apprend sur le papier. C'est quelque chose qu'on sent d'instinct. Et ça, c'est irremplaçable et extrêmement précieux. Donc c'est pour ces raisons-là que nous sommes aujourd'hui encore à Caudry. On aime bien le mot terroir, je crois. Et terroir, c'est souvent un mot qui est utilisé pour l'agriculture ou pour les grands vins. Mais en fait, ça peut trouver son sens en fait, chez nous. Parce que le terroir, en fait, est indispensable, je pense, à la réussite d'une entreprise comme la nôtre. C'est sans doute pour toutes ces raisons que la couronne d'Angleterre a pensé aux dentelières du Nord pour la robe de Kate Middleton. Un événement qui a mis en lumière la dentelle Made in France et en même temps l'entreprise Sophie Hallett. Et l'impact chez nous, on croit que c'est surtout de faire prendre conscience peut-être au public de l'existence de maisons comme la nôtre, de fournisseurs des grands noms et de l'importance en fait même de la création. Nous ne sommes pas des sous-traitants, donc les dessins sont bien réalisés chez nous. Et le dessin de la dentelle de Kate Middleton était un dessin de 1953 de la maison Sophie Hallett. Donc voilà, tout ça, ça a été une belle prise de conscience. Et puis je crois que pour chacun et pour chacune, ça a été aussi une extrêmement valorisante récompense du travail, d'exister et d'être sous les feux des projecteurs. À quelques kilomètres de là, presque posée sur la frontière belge, l'entreprise Cousin Frères est aussi un acteur incontournable du textile du Nord. Sa spécialité ? Le tressage, qui consiste, à partir d'un simple fil de coton ou de nylon, à fabriquer des cordes. Cousin Frères a longtemps fourni l'armée française en lacets. Aujourd'hui, ces cordes équipent des parapentes, des kitesurfs, et ces boots se retrouvent à bord des voiliers. Mais depuis 1989, Cousin Frères s'est lancé dans un nouveau secteur, le textile médical. Elle s'est mise à produire des ligaments synthétiques pour genoux, des pièces de tissu pour soigner des hernies, des tresses conçues pour redresser la colonne vertébrale. Les ouvriers ont dû changer leur tenue vestimentaire et leurs habitudes. Avec les gants, on passe nos mains à l'alcool pour éviter encore une fois de contaminer l'autre salle. La fabrication de ces textiles médicaux se pratique presque en laboratoire. Les machines, des tresseuses, comme tout le matériel utilisé, sont confinées dans des salles blanches. Il y a 20 fuseaux qui tournent dans un sens et 20 fuseaux qui tournent dans l'autre sens. Et en permanence, comme on peut le voir ici, si on en suit un, il y a ceux qui vont dans un sens qui croisent en permanence ceux qui vont dans l'autre. Voilà. Ce qui fait que quand on regarde les fils ici, on voit qu'en permanence ils s'entrecroisent pour former un tissage vertical qui va former une tresse. Chez Cousin Frères, une centaine de salariés travaillent désormais dans le secteur médical et autant dans le secteur plus traditionnel de la corde. Le chiffre d'affaires de 25 millions d'euros est en constante augmentation, tiré notamment par l'activité la plus moderne de l'entreprise. Et 75% de la production part à l'exportation. C'est le savoir-faire traditionnel de l'entreprise dans le tressage du textile qui lui a permis de prendre son virage technologique.
Le tressage a été mis au point chez Cousin Trestec depuis de très nombreuses années. Et quand nous avons décidé, dans la partie médicale, de partir sur les tresses implantables, on a simplement fait un copier-coller de ce qui était fait ici et on a rajouté une grosse phase de médicalisation. Mais sinon, sur le savoir-faire d'origine, c'est exactement la même chose. Dorénavant, les produits Cousin Frères sont vendus dans le domaine de la chirurgie. Là, on est dans la fabrication des boucles pour faire les ligaments, pour les LCA, les ligaments croisés. Donc on est en train de faire des épissures à la main, c'est-à-dire de faire la boucle, une boucle continue sans couture. Ça veut dire qu'on vient mettre la tresse, passer la tresse plusieurs fois l'une dans l'autre. L'entreprise reste un poids-plume du textile médical, un secteur où dominent les grands groupes comme l'américain Johnson & Johnson ou l'allemand Siemens. Aujourd'hui, on essaie systématiquement face à des monstres, notamment américains, pas que, mais surtout américains, on essaie de se décaler. C'est-à-dire que si on va frontalement en phase 2 à faire la même chose, plus ou moins que ce qu'ils font, on est sûr de perdre. Donc l'idée que j'essaye toujours de développer, c'est qu'est-ce que je peux faire d'aussi bien, mais en plus facile pour le chirurgien, de mieux pour le patient ou de différent. À Ouescales, dans la banlieue lilloise, une autre entreprise a su prendre un virage industriel salvateur. Créée en 1836, Dixon Constant est la plus vieille filature de France encore en activité. Spécialisée dans le fil, désormais, elle s'est convertie dans les tissus extérieurs résistants à toutes les intempéries. Le métier est resté le même, le croisement de fils. Mais désormais, les textiles sont traités avec des procédés issus de la chimie moderne. Chaque jour, les 250 salariés produisent 100 000 mètres carrés de toiles qui finiront en parasol, en voile solaire, en housse pour bateaux ou voitures. Et plusieurs techniques innovantes permettent de diversifier la production de tissus. Là-dessus, on va lui apporter soit des propriétés d'imperméabilisant, soit des propriétés de souplesse pour le jardin, pour les fauteuils, pour les coussins, de résistance à l'abrasion. Et ça se passe ici. Le tissu est lavé, séché et imprégné de résines imperméables qui sont fixées par plusieurs passages dans différents fours à haute température. On est obligé de mettre en place des outils extrêmement performants et d'investir en permanence dans nos outils pour pouvoir continuer à produire en France. Dans cette usine, il n'y a pas une pièce qui a plus de 10 ans, puisqu'il y a une évolution technologique et on est obligé de suivre cette évolution technologique pour pouvoir rester performant et compétitif. 5% du chiffre d'affaires est investi chaque année en recherche et développement. Dernière innovation en date, une toile photovoltaïque qui pourra transformer les rayons solaires en électricité. Application possible, l'auvent déroulant d'un camping-car qui pourra alimenter la glacière ou les plaques de cuisson. Devenu le premier fabricant mondial de textiles d'extérieur, Dixon exporte les 3/4 de sa production. Si la filière du Nord conserve encore quelques milliers d'emplois, les grandes heures des tissus made in France sont bien révolues. Dans les années 70, des bassins industriels existaient encore dans les Vosges, autour de Lyon, dans le Gard. Le Nord est devenu le dernier bastion important du textile français. Au lendemain de la Deuxième Guerre, la France est encore un des leaders mondiaux du textile. 170 000 ouvriers travaillent dans le Nord, principale région productrice d'Europe. On vient de partout pour visiter les grandes usines, fleurons de l'industrie française. La couronne britannique s'intéresse déjà aux tissus produits par la Lainière de Roubaix, entreprise créée par une grande famille du Nord, les Prouveau, qui a compté jusqu'à 7 000 ouvriers.
Le choc pétrolier de 1973 marque la fin de l'âge d'or. Les importations de matières premières, principalement en provenance d'Égypte pour le coton, d'Australie et de Nouvelle-Zélande pour la laine, deviennent trop chères. Parallèlement, l'Asie se met massivement à produire du textile. Dans le Nord, les usines ferment les unes après les autres. La plus célèbre d'entre elles, la lainière, ferme définitivement ses portes en décembre 1999. Oui, exactement, c'était la même chose. Dans cette photo, vous avez 14 000 emplois. Il y avait 14 000. Il y avait 14 000. Maintenant, disons qu'il y en a 150. Ouais, c'est effrayant, effrayant. Là, c'est Stapi-Saint-Maclou. Là, c'est aussi le Peignage Amédée. Là, c'est la lainière de Roubaix. Ça fait 10 ans que j'ai pas remis les pieds là. Je reconnais même pas les lieux, hein. C'est terrible. Georges Dubois était ouvrier à la lainière. Maurice Decroix était journaliste à Nord-Éclair. Tous deux ont vu un monde disparaître. Au mois de avril, fin avril, il n'y avait plus personne dans l'usine. Donc on avait coupé les ventilos, les transformateurs. Et quand je suis rentré le samedi matin, parce que je surveillais toujours, vu que j'étais resté comme propriétaire, et là, vraiment, c'est là que ça fait mal. Parce que vous rentrez dans le couloir, c'était le silence de mort. Là, c'est mortel. Et parce que là, vous rentrez, merde, l'usine est complètement arrêtée. L'habillement est la filière qui a le plus souffert. Tous les fabricants, sans exception, ont mis la clé sous la porte et ont délocalisé leur production. En 2007, le fabricant historique du Nord, Damar, transfère son usine en Tunisie, ne laissant ici que ses bureaux et son centre de recherche. Dans les environs de l'île, il ne reste qu'un fabricant de mailles, le dernier fabricant français, Le Mailleux. Mis à part la teinture, du fil au t-shirt, toutes les étapes de la production sont réalisées sur place. Le fil est d'abord tricoté. Ça casse souvent, Jean-Pierre? Ça casse souvent le micro? Non, c'est parce que... Du fil, c'est de la fibre qui est torsadée, et que la maille, c'est du fil qui est encore torsadé. Donc tout ça, ça vit, ça bouge, et qu'un tricot est quelque chose de très vivant. C'est pour ça que derrière, en fabrication, on ne peut pas le travailler n'importe comment, on ne peut pas le prendre en le tirant, sinon il se déforme. Donc il faut faire toujours en travail ce que l'on appelle en alimentation positive. C'est-à-dire qu'on a tendance à le pousser pour ne pas le déformer. Ouais. Ah oui, ça l'arrête, ok. Le tissu est ensuite superposé en bandes, puis compressé. C'est ce que l'on appelle le matelas. Il est alors découpé. Les pièces arrivent à la confection, véritable centre névralgique de l'entreprise. Si Le Mailleux a conservé ses lignes de production dans le Nord, c'est tout simplement parce que le Made in France s'est révélé plus avantageux pour l'entreprise. On s'est posé la question, on a fait des tests au Maroc, en Tunisie, en Turquie, en Chine et en Inde. Donc je crois qu'on a quand même ratissé pas mal de choses. Et on s'est aperçu que la qualité était très inégale, que l'écart de prix n'était pas si terrible que ça et que le respect des délais était catastrophique. Or nous, notre point fort en France de fabricants et l'image que Le Mailleux a toujours donnée, c'est une entreprise qui fabrique des produits de qualité et qui respecte ses délais. Mais l'image Le Mailleux, si bonne soit-elle, ne suffit pas à remplir les carnets de commandes. L'entreprise a dû inventer de nouveaux textiles pour se faire remarquer, et notamment des tissus à effet cosmétique, comme des tissus qui font bronzer, des tissus qui rafraîchissent ou encore des tissus odorants. Toutes les technologies cosmétotextiles se sont vraiment développées. On part des actifs cosmétiques qui sont les mêmes que ceux qu'il y a dans les crèmes cosmétiques. On les microcapsule et il y a un travail au niveau de la teinture, d'apport des microcapsules sur le tissu qui est fait et qui fait que ces capsules se cassent et se libèrent au porté et au lavage pendant un temps assez long et ont effectivement les mêmes résultats que si vous appliquez une crème. Le procédé est simple. Au moment de la teinture, des microbilles remplies de produits à effet olfactif sont intégrées au tissu. Donc ici, vous voyez toutes les fibres et toutes les petites billes que vous voyez, ce sont les microcapsules qui sont greffées sur la fibre. Les capsules font environ 5 microns. Sur un seul centimètre carré de tissu, on compte des millions de microcapsules. Les innovations mises au point ici ont permis à Le Mailleux de résister à la tempête économique.
L'entreprise a même contribué à faire émerger une nouvelle marque, le slip français, Made in France, comme son nom l'indique. C'est tout pour hommes. On a les deux. On fait slip et boxer. On a des beaux modèles. On a des beaux modèles. En 2013, Le Maillot met au point un slip un peu particulier. Le slip qui sent bon. Les microcapsules libèrent un parfum à chaque mouvement du corps. Créé il y a seulement 4 ans, le slip français est une start-up qui connaît un succès aussi fulgurant qu'inattendu. Une aventure qui a pourtant débuté presque comme une blague entre copains d'école. Le slip français, c'est une idée que j'ai eue avec des amis il y a 4 ans. Moi, je cherchais une marque à lancer, je cherchais une idée de produit un peu fort. Je me disais que les sous-vêtements, c'était un marché qui était grand, dans lequel il n'y avait pas vraiment de nouvelles marques. Et on s'est dit, si on fait une marque de slip fabriquée en France, on peut en faire quelque chose de décalé, de sympa, et d'amusant et de sympathique. C'est Le Maillot qui s'est rapproché du slip français. À l'époque, la jeune entreprise a du mal à honorer ses commandes. Là, on est vraiment passé à la vitesse supérieure avec eux parce que c'est un vrai industriel du textile français. Il n'en reste pas beaucoup. C'est une vraie boîte organisée qui a su mettre ses ressources, son savoir-faire à notre service. Et c'est un partenariat qui fonctionne super bien depuis maintenant. Ça va faire 2 ans, 2 années pleines qu'on bosse avec eux et on en est hyper contents. En 2014, le slip français a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros. Aujourd'hui, la petite entreprise d'une quinzaine de salariés part à l'assaut des marchés japonais et américains. Sans innovation, le textile Made in France ne peut rivaliser avec la concurrence internationale. Il faut sans cesse former de nouveaux ingénieurs pour inventer les textiles de demain. À Roubaix, capitale historique du textile du Nord, l'ENSET, École nationale supérieure des arts et de l'industrie textile, forme depuis plus de 130 ans de futurs ingénieurs qui seront les têtes pensantes de la filière. Les étudiants découvrent ici toute l'étendue et la diversité de l'industrie textile. Nos jeunes ici apprennent à tisser, donc en 2D, directement en travaillant donc à partir d'ordinateurs pour la partie conception. Et ensuite, donc lorsqu'ils ont réalisé leur motif, ils vont l'enregistrer sur ces métiers à main et ils vont donc être capables donc, très rapidement de visualiser ce qu'ils ont conçu sur leur ordinateur. 6% seulement de ces futurs ingénieurs seront directement au contact du processus de production. Mais pour l'école, il est important qu'ils se familiarisent avec toutes les machines-outils. On va chronométrer. On va le faire, on l'a pas fait tout à l'heure. Vous avez besoin de produire combien de mètres? 50 mètres? On fait 60. C'est pour un contrôle de titre de mèche? Oui. Qu'ils soient acheteurs, développeurs de matériaux, de produits, ils ont besoin de connaître la qualité des matériaux et ce à toutes les étapes de la transformation. Ça leur permet de concevoir, ça leur permet d'estimer les coûts, ça leur permet de comprendre le temps qu'il faut pour fabriquer un matériau textile et ça leur permet d'être bien plus innovants et créatifs en même temps. Voilà. Il faut toujours que le doigt presseur soit très très proche de la bobine. Regardez. On sait qu'à la fin de nos 3 années, il y a 99% des élèves qui ont un travail, donc c'est pas négligé. Ils travaillent, on peut le trouver un peu partout dès qu'il y a des applications techniques et textiles, notamment dans les technologies de pointe. L'école développe également un laboratoire de recherche pour mieux préparer le futur du textile. Nous avons la vocation, comme nous l'avons toujours eu, de former les cadres qui vont créer les nouveaux textiles pour les nouveaux marchés. Nous allons donc les préparer à aller inventer des métiers qui n'existent pas sur des produits qui n'existent pas. Avec une seule contrainte pour nous, c'est la fibre. La fibre qui est présente dans le matériau et qui est présente tout au long de nos enseignements. Constance Moretti est étudiante en 3e année à l'école. Elle prépare sa thèse. Son objet d'étude, le développement d'écrans souples textiles. Donc, une tension qui provoque une couleur et l'inversion de tension provoque l'inversion de la couleur. Le développement risque d'être long, mais les débouchés pourraient être importants et même changer nos modes de vie. Alors, ce qui est absolument fascinant avec le développement d'écrans flexibles textiles, c'est que les applications sont extrêmement larges.
Tous les textiles pourraient devenir des écrans. On peut imaginer regarder un film sur la manche de son pull quand on s'ennuie dans le train. On peut lire le journal sur les rideaux de son salon. On peut aussi afficher des messages sur les équipements de protection individuelle, des messages d'urgence par exemple, d'appel à l'aide, quand la personne ne peut pas ou ne peut plus communiquer. Dans ce cas-là, l'écran flexible est relié à des capteurs physiologiques qui transmettent l'état de santé de la personne. Chaque année, 300 élèves sortent de l'ENSET de Roubaix. 4 mois plus tard, 60% d'entre eux sont recrutés en contrat à durée indéterminée. Le Nord raconte toujours le textile français. Après avoir écrit les chapitres d'hier et d'aujourd'hui, il prépare les nouvelles pages de l'histoire, celle d'un textile made in France, intelligent et moderne.